Ce qui va faire que vos clients vont vous choisir et vous solliciter, c'est pas votre produit, c'est vous. On est là pour générer de la notoriété et de la visibilité. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans notre format de vidéo Parole d'entrepreneur et on accueille notre cliente Dorit Nahon qui va parler de son parcours. Dorit, tu es une figure emblématique du réseau social LinkedIn. Tu es ghostwriter, formatrice LinkedIn, auteur, pas mal de casquettes. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes et comme ça, après, on pourra échanger un petit peu sur tout ton parcours, ton expérience, etc. Hello Eva, je suis ravie d'être avec toi, vraiment. Oui, effectivement, la présentation est très très longue. Donc, je suis créatrice de contenu sur LinkedIn. J'ai plus de 72 000 abonnés sur des thématiques marque employeur. Donc, tout ce qui est télétravail, culture d'entreprise, recrutement, management. Je suis autrice du livre de formation LinkedIn Boost ta visibilité pour essayer de transmettre aux gens ce dont on va parler aujourd'hui, la puissance de ce réseau pour construire son personal branding. Je suis chroniqueuse télé, je suis animatrice d'émissions, notamment du podcast Remue Manage avec Capital et Management, dont la saison 2 vient de commencer pour la diffusion, donc je suis très contente. Et voilà, je suis conférencière, je suis marraine d'assaut. C'est des choses qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur. Je suis ambassadrice de la fondation Le Refuge, qui héberge et qui protège les jeunes LGBT+, qui sont mis à la rue par leur famille. Et je suis marraine de Mots et mots de femmes, qui luttent contre les violences faites aux femmes. Et je pense que la présentation... Ah non, j'oublie toujours quelque chose, hein, tu sais, dans cette présentation. Je suis quand même ghostwriter à la base. Donc, j'écris les publications LinkedIn des chefs d'entreprise et des DRH sur des thématiques marque employeur pour qu'ils fassent rayonner justement leur marque employeur sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, pour attirer des talents et pour fidéliser les employés déjà présents. Voilà. Ok. C'est long, hein. C'est très très long. C'est très complet. La meuf fait beaucoup de choses. Je pense que tu ne t'ennuies pas dans la vie. Non. Bon, du coup, il y a tellement de choses à évoquer avec ton parcours. Moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, on pourrait essayer un petit peu de se focaliser sur toute la partie LinkedIn. Ouais. Parce que en fait, nous, au final, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs et c'est vrai que c'est un réseau social qui monte, j'ai l'impression, depuis quelques années. Et il y a quand même pas mal de codes à connaître, pas mal de... Enfin, il y a des gens qui émergent, etc. Et je me suis dit que tu serais la mieux placée pour pouvoir donner des conseils aux entrepreneurs qui vont regarder cette vidéo ou écouter ce podcast. Comment tu t'es retrouvée sur LinkedIn ? C'est un concours de circonstances, en fait. Comme tu l'as dit, c'est un réseau très puissant. Je le savais, mais je voulais pas y aller parce que pour moi, LinkedIn, c'était très normé, très codé, très institutionnel. Et je suis quand même quelqu'un qui est assez fun, je suis tatouée. Je corresponds pas vraiment au code lisse de ce milieu que j'imaginais vraiment costard-cravate, en fait. Sauf que je trouvais pas de boulot et je cherchais un CDI. J'étais refusée d'Indeed, de Pôle emploi, de Monster, de toutes les plateformes habituelles. Et Pourquoi tu t'es refusée ? Je cherchais un travail et c'était dans la communication digitale que je le cherchais. Donc, du coup, voilà, pas de diplôme, pas d'expérience. Et je savais que LinkedIn, c'était le réseau où on avait plus de chances de trouver du boulot quand on avait épuisé un petit peu toutes ces cartes comme moi. Donc, j'ai fait une publication où j'ai parlé des tatouages en milieu professionnel. J'ai dit qu'en fait, peu importe si un candidat a des tatouages, des piercings, les cheveux colorés ou autre, ce qui compte, c'est les compétences d'une personne et son potentiel et pas l'apparence. Et suite à ce post, j'ai reçu plus de 200 propositions d'emploi. Ah, c'est bien. C'est énorme. Et la force de cette histoire, c'est que j'ai pas fait 200 entretiens, j'ai dû en faire 50, mais on a dû mais ce qui compte, c'est vraiment la chute. On a dû me demander 2 ou 3 fois mon CV. Alors qu'à la base, c'était ça qui faisait que j'étais pas prise, c'est que j'avais enchaîné que des jobs alimentaires et que du coup, on me disait, communication digitale, vous avez rien à voir là-dedans, quoi. Là, bon, après, le secteur faisait que je pouvais faire mes preuves sur LinkedIn parce que les chefs d'entreprise voyaient que, entre guillemets, j'écrivais bien, que je savais bien m'exprimer, que j'arrivais à avoir une audience. Donc, le secteur, on va dire, facilitait la preuve par le résultat sans CV. Mais justement, en LinkedIn, c'est la preuve que tu travailles ton personal branding, que derrière, tu vas être courtisé par les entreprises au lieu de toi courir derrière les entreprises, et t'inverses vraiment cette tendance du recrutement. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai que c'est une histoire assez folle parce que en fait, ça s'est jamais arrêté. Comme tu l'as dit, j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça finalement. C'était fin octobre. Ans, du coup. Ouais, mais même pas en vrai, fin octobre 2021.
même pas totalement. Ouais. Et en fait, là, je suis entrepreneur. Donc, je suis même pas restée très longtemps dans le boulot que j'ai pris. J'ai jamais été. Pris un boulot, j'ai pris un boulot et j'ai jamais été chargée de communication. Okay. Ce qui devrait être la première étape quand tu commences un job dans la com. J'ai tout de suite été directrice artistique et communication digitale. Donc LinkedIn, c'est vraiment, tu transcendes les barrières. Et je suis restée quelques mois. J'ai vu que je suis arrivée vite à plus de 30 000 abonnés. Et là, à ce moment-là, j'étais déjà dans une agence d'influenceurs, de créateurs de contenu LinkedIn qui avait analysé ma data et qui m'a dit, bon, toi, tu as 95% d'audience qui sont des chefs d'entreprise et des dirigeants et des DRH. Ça, je l'ai jamais oublié. Et c'est ce qui m'a permis ensuite de me dire, bon, tu as beaucoup d'abonnés, c'est des gens, on va pas se mentir, qui ont un certain budget. Donc, qu'est-ce que tu peux faire de ça pour, on va pas se mentir encore une fois, mieux gagner ta vie et être aussi beaucoup plus libre? Et là, j'ai fait un croisement entre ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Donc moi, l'écriture, c'est toute ma vie, vraiment, depuis toujours. Et je me suis dit que voilà, les chefs d'entreprise ont besoin de quelqu'un pour communiquer, pour attirer des talents. Surtout que LinkedIn, c'est un réseau majoritairement RH. Donc je voyais énormément de posts parler de marques employeurs, d'entreprises qui parlent de leurs difficultés à recruter. Et finalement, c'est ça l'essence de mon travail. C'est j'ai décidé d'être ghostwriter pour communiquer pas à la place parce que c'est vraiment pas l'idée, avec les chefs d'entreprise et les DRH pour parler de toutes leurs bonnes actions, impact social, leur culture d'entreprise bienveillante, évidemment sans washing, c'est très important. J'ai choisi mes clients parce que ça c'est un vrai sujet aussi. Et derrière eux, ça leur permet d'attirer des talents, de générer un sentiment de fierté auprès de leurs collaborateurs. En fait, toute l'essence de la marque employeur finalement. Et je suis contente parce que ça a pris tout de suite en fait. Et c'est comme je te dis, ça s'est jamais arrêté. J'ai Albin Michel qui m'a contacté pour écrire un livre. J'ai BFM qui m'a contacté pour être chroniqueuse. C'est ouf. C'est dingue. Ouais, du coup, là, ça me donne plein de questions à te poser. La première, c'est déjà un peu par rapport à ce que tu disais. Est-ce qu'on pourrait pas dire que maintenant, petit à petit, les profils LinkedIn, ça va remplacer les CV? Ouais, complètement. Mais ta question, elle est très juste et je te réponds un grand oui parce que... En fait, là, le monde du travail, il est envahi par la génération Z. Donc, ces jeunes qui sont nés entre 95 et 2010, et ils ont absolument pas le même état d'esprit que les personnes qui occupent et occupaient le monde du travail avant. Nos grands-parents, ils rentraient dans un boulot à 16, 18 ans, et ils restaient dans le même boulot jusqu'à la retraite, jusqu'à 65 ans, voire plus. Et ils se posaient pas forcément de questions non plus. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont cette force de faire se questionner les gens. Sur la santé mentale, c'est un énorme sujet, je pense que tu le vois, hein, toi qui es aussi beaucoup sur les réseaux, ça prend beaucoup de place. Les gens, surtout depuis le Covid, se demandent c'est quoi le bonheur ? Qu'est-ce qui mérite comme traitement ? Et ça passe par le travail aussi, parce que finalement, on passe toute notre vie au travail, de 9h à 17h, voire plus, quand on est surengagé. On parle beaucoup de désengagement, mais le surengagement, c'est un vrai sujet aussi. Hein. Les gens qui vraiment sont très, très investis dans leur boulot et ne comptent pas leurs heures. Et en fait, tout ça fait que la génération Z regarde la culture d'entreprise. Est-ce que mon manager, il va bien me former? Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. Hein. On entend beaucoup parler de ces personnes qui sont un peu jetées à la rue dans leur boulot dès le premier jour, sans formation. Ça, c'est une vraie catastrophe parce que comment tu veux être efficace et comment tu veux arriver à être productif et à répondre aux attentes de ton manager, si t'as pas les clés, en fait, dès le départ. Donc, ils regardent ça, ils regardent aussi beaucoup. Ça, c'est un chiffre que j'ai sorti en télé il y a pas très longtemps. 55%, il me semble, c'est énorme. La diversité et l'inclusion. L'engagement, diversité et inclusion dans l'entreprise. Et du coup, en fait, là, dans ce que tu dis, c'est un petit peu... j'ai l'impression que LinkedIn, c'est autant une vitrine pour les entreprises et une vitrine pour les salariés. Et chacun doit un peu optimiser son profil. Est-ce que toi, comment tu expliques l'ascension que tu as eue et le fait que tu sois, que tu aies quand même très belle notoriété maintenant sur LinkedIn? Est-ce que tu penses qu'il y a un peu le facteur chance ou est-ce que tu as mis en place une stratégie, etc. Est-ce que tu peux un peu parler de ton ascension sur LinkedIn? En fait, je pense que la meilleure stratégie, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est l'authenticité. Et moi, c'est un parti pris fort que j'ai pris. Comme je te l'ai dit, je voulais pas aller sur ce réseau parce que j'avais vraiment beaucoup de préjugés dessus. Et je me suis dit, dessus, tu vas être toi-même. Tu vas pas tricher. Donc... Le post qui a particulièrement bien marché, il m'a donné raison. J'ai montré mes tatouages, j'en ai même fait une force. Et c'est un message qui a résonné. Donc déjà, beaucoup d'authenticité, vraiment. N'essayez pas d'être qui vous n'êtes pas. Pourquoi ?
parce que choisir, c'est renoncer dans la vie. Et LinkedIn, pour moi, c'est un parti pris fort. Peu importe votre objectif, que vous cherchiez un boulot ou des clients, c'est celui de se dire, je vais me fermer les mauvaises portes et je vais m'ouvrir les bonnes portes, celles qui me ressemblent. Et en l'occurrence, ça passe par ne pas mentir finalement sur qui vous êtes. Vous rendez pas service et vous n'allez même pas rendre service aussi à vos clients ou à votre entreprise, parce que finalement, ils vont vous choisir sur des mauvais critères. Sur des mauvais critères. Ouais, si tu caches tes tatouages et qu'une boîte te prend parce que t'as pas de tatouage, alors qu'en fait t'es tatoué partout, c'est en effet ça va bugger un moment, quoi. C'est ça, c'est le problème qu'on voit beaucoup dans les périodes d'essai, dans le salariat. T'as une personnalité qui va être très calme et d'un coup ta période d'essai elle est validée et l'employeur il est là, il se dit mais qui est cette personne? Ouais, mais du coup tu pourris complètement les rapports et ça crée un climat presque même conflictuel parce que il y a plus de confiance en fait, elle est rompue, il y a même un sentiment de trahison. Donc ça n'a aucun sens parce que personne n'a envie de bosser dans ces conditions-là. Toi, à tout casser, tu vas tenir 6 mois dans la boîte en ayant marre de jouer un rôle et de porter un masque. Donc oui, choisir c'est renoncer, oui c'est se fermer des portes, mais finalement est-ce que le plus intéressant c'est pas de s'ouvrir des portes qui nous correspondent? Moi, je pense que oui, et c'est ce que j'ai choisi de faire dès le début. Donc, j'ai fait des posts humoristiques, j'ai parlé de mes engagements parce que je suis quelqu'un d'engagé sur le féminisme, sur les droits LGBT+, sur pas mal de sujets. Donc, encore une fois, j'ai conscience que... Alors, il y en a qui m'attribuent et aux gens engagés comme moi le terme clivant. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est juste être humain et s'intéresser à la société. Mais j'ai conscience que, en tout cas, c'est pas forcément fédérateur auprès de tout le monde, mais qu'il est. Qui peut fédérer tout le monde? Personne. Donc, je pense qu'il faut juste accepter ça. Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Ça, c'est mon premier conseil sur LinkedIn. Okay. Essayez juste de vous plaire à vous-même. Pourquoi? Parce que le plus grand problème des gens sur LinkedIn, c'est pas de commencer à publier, c'est de continuer à publier. C'est d'être régulier. Ouais, et pour rester sur le long terme, il faut être authentique, ça c'est sûr. Il faut que vous trouviez déjà du sens, on parlait du sens, il faut que vous trouviez du sens à ce que vous faites et il faut que vous vous sentiez aligné avec ce que vous dites et comment vous le dites. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, pour répondre à ta question sur le côté stratégie, en fait, c'est une question un peu compliquée parce que oui, j'avais une stratégie, mais Dorit Naon est très évolutive, on va dire. En fait, je suis arrivée en me disant... si mes souvenirs sont bons, le lundi, j'avais une ligne édito que j'ai complètement laissée de côté. Le lundi, je fais un post où je donne des conseils aux chercheurs d'emploi. Le mardi, je fais un post où je raconte une de mes expériences professionnelles, qu'elles soient positives ou négatives, pour essayer de donner des bonnes énergies aux gens parce que c'est des choses que j'ai transformées et qu'il faut libérer la parole sur plein de sujets qui sont liés au bien-être au travail. Le mercredi, je faisais une fausse annonce d'emploi. Okay. Caricature, ça fonctionnait tellement bien. Et tu vois, c'est ça que j'ai beaucoup aimé au début, c'est de voir qu'en fait, j'ai contrecarré mes propres pensées limitantes sur LinkedIn et celles de beaucoup d'autres personnes parce que j'ai fait de l'humour et j'ai été précurseur de l'humour sur LinkedIn. Oui, okay. Là où tu peux te dire ça n'a pas sa place sur un réseau professionnel. C'est ça qui est triste, c'est qu'en fait, beaucoup de gens se disent au boulot, on rigole pas. Et comme LinkedIn représente le monde du travail, on ne rigole pas sur LinkedIn. Ben, pas du tout. Après, il y a eu d'autres formats. Ouais, le jeudi, je crois que je partageais un post influence avec l'agence avec qui j'étais. Et le vendredi, c'était un format qui me tenait beaucoup à cœur. C'était le carrousel des haters. Je sais pas si t'as connu ça. Non. En fait, j'étais très critiquée sur mes posts sur les tatouages. Ok. C'est assez dramatique parce que t'es sur un réseau pro et les gens sont censés avoir un minimum de savoir-être. Pas du tout. Je me suis mangée sur ce post-là, surtout celui qui a fait plus de 2 millions de vues, plus de 200 commentaires, je crois, pour me dire qu'avec mes tatouages, je trouverai jamais de boulot, que quand on cherche du boulot, on se doit d'être le plus neutre possible, que c'est normal de cacher ses tatouages en entretien d'embauche, que en tant que chef d'entreprise, donc des chefs d'entreprise, en tant que chef d'entreprise, je reçois un candidat tatoué, je ne l'embauche pas. Donc, annonce ouverte de discrimination. Enfin, voilà, plein de choses de cet acabit-là. Et moi, j'avais déjà dans l'idée de dédramatiser le cyberharcèlement en montrant qu'en fait, il y a des façons de le gérer et que ces gens-là, ils doivent jamais prendre votre liberté de parole et vous empêcher de vous exprimer. Donc, pendant très longtemps, et ça, pareil, c'est un format qui fonctionnait super bien, je prenais des captures d'écran de ces commentaires-là avec mes réponses en dessous qui... justement dédramatiser cette situation. Donc, stratégie, au final, tu remarqueras,
je n'avais aucun post pour parler de communication digitale. Rien du tout, hein. Rien. Je parlais de moi, de mes expériences. Je donnais des conseils aux gens par rapport à Pôle emploi, parce que au bout d'un certain nombre d'années de chômage, tu commences à connaître les rouages administratifs. Je parlais de cyberharcèlement, je ne parlais jamais de communication digitale. J'ai dû faire un post pendant ma période de recherche d'emploi où tu pouvais à peu près comprendre que j'avais des connaissances à peu près techniques sur le marketing, en fait. Donc finalement, c'est quoi le message? C'est qu'on est venu me chercher pour mon savoir-être, pour mon attitude, pour mes engagements, pour moi. Et c'est ça la puissance de LinkedIn, en fait, vraiment. Donc il y a eu cette partie-là, tu vois, humaine, vraiment, qui est hyper importante. Et après, il y a eu une partie observation qui a été très importante aussi, parce qu'effectivement, il y a quand même une partie, on va dire technique, qui est pas négligeable, c'est important de le préciser, où moi, quand je suis arrivée, déjà, avant de créer du contenu, j'ai énormément observé ce que faisaient les autres. Parce que c'est un réseau que je ne connais pas, qui a ses propres codes, qui ne ressemble... j'allais te dire, comment t'as compris les codes un peu quand t'es arrivée? Ouais, mais ça ressemble pas du tout à Insta, à TikTok, enfin, tu le vois, hein, toi, pour comparer. Donc, je voyais comment communiquaient les gens qui fonctionnaient, et à partir de là... Ça, c'est par rapport à la régularité de leur post, par rapport à leur ton, l'audience. Oui, alors, je voyais ce qui marchait, et j'essayais, en fait, de comprendre pourquoi ça marchait. Au niveau du ton, effectivement, au niveau de la structure, beaucoup la structure, parce que LinkedIn, c'est un réseau très littéraire. Et au niveau des éléments de langage, photo, pas photo, il y a plein de formats différents sur LinkedIn. Hein. T'as les carousels, t'as la vidéo. Je voyais ce qui avait le plus de résonance. Je voyais ce que je voulais garder. Et littéralement, pour moi, il y avait à prendre et à jeter. Et parce que l'idée, c'était pas de faire ce qui fonctionnait chez les autres, de faire du plagiat. Et on revient sur cette idée de sens. Moi, je voulais vraiment rester sur quelque chose qui avait du sens pour moi. Donc, j'observais énormément. Et avant même de créer du contenu, ça c'est hyper important que je le dise, et je le redirai pour vraiment appuyer là-dessus, pour donner des conseils aux gens. J'ai optimisé mon profil LinkedIn. Parce que ça, il faut bien comprendre que c'est votre page de vente sur LinkedIn. Donc ça, je l'ai très vite compris, et j'y reviendrai plus en détail après. Donc bannière, titre, résumé. Ensuite, avant de créer du contenu toujours, je m'intéressais aux gens. Donc je suis allée commenter et liker les posts de gens qui fonctionnaient ou qui ne fonctionnaient pas, pour déjà commencer à me créer une audience. Pourquoi ? Parce que le jour où je me suis décidée à créer du contenu, j'avais déjà une communauté qui était là. Tu crées pas du contenu tout seul. Si t'as personne pour lire tes posts, il y aura pas d'interaction. Donc ça, c'est hyper important de respecter cet ordre de process. Parce que du coup, toi, tu dis qu'il faut mieux d'abord créer l'audience, puis le contenu. Complètement. Mais l'audience, comment elle s'abonne si t'as pas de contenu, du coup ? En fait, elle s'abonne par lien, si tu veux. C'est-à-dire que t'as énormément de gens qui fonctionnent comme ça sur LinkedIn, ils créent pas de contenu et ils font que poster des commentaires. Moi, je sais que j'en ai beaucoup dans ma communauté, je suis capable de donner leur prénom, leur nom de famille. Et en fait, t'es pas... déjà, c'est pas forcément dans le sens inverse où c'est eux qui vont s'abonner à toi. Tu peux totalement, et même c'est fortement recommandé, toi, leur envoyer une demande de connexion. Et à partir de là, eux, t'es dans leur réseau premier, c'est-à-dire qu'ils verront tes posts, au même titre que toi, tu vois leurs posts quand il y a de la création de contenu. Donc l'idée, c'est vraiment de générer un sentiment de reconnaissance où tu vas aller t'intéresser à ce qu'ils font, tu vas même leur envoyer un message privé pour leur dire voilà, j'aime bien ce que tu fais, merci pour tes engagements, je trouve que c'est drôle, je trouve que c'est pertinent, etc. Et le jour où tu vas créer du contenu, justement, c'est ce biais humain de reconnaissance naturelle qui va s'activer, où ils vont se rappeler de toi. Ils vont dire ça fait un moment qu'il ou elle me soutient, c'est super sympa. Normalement, ils vont aussi s'intéresser à toi une fois que tu vas te lancer. Et ça, c'est trop négligé. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai jamais entendu ce conseil-là, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que souvent, on va te dire, donne des conseils LinkedIn. Tu vas donner des conseils, et je peux totalement en donner, sur comment rédiger un bon post. Mais, encore une fois, tu vas pas... personne pour le lire. Tu vas pas faire... Même si tu fais le meilleur post sur Terre avec la meilleure technique de copywriting, si t'as personne pour le lire,
Ça va pas fonctionner. Et tu vois, moi, j'ai un super exemple pour illustrer ça. C'est que, bon, aujourd'hui, je peux plus, j'ai plus, enfin, si, j'ai la main, mais c'est ingérable. Au début, j'essayais de faire le maximum pour répondre à mes messages LinkedIn. Et j'ai vraiment le souvenir d'un message de quelqu'un qui m'a dit ouais, Dorit, j'ai fait un post, je suis un peu triste parce qu'il marche pas du tout. Et ça me tient à cœur. Et j'avais un retard colossal sur mes messages, donc le post avait été mis il y a 4 mois. Je me suis dit, bon, mieux vaut tard que jamais. 0 like, 0 commentaire. Le post parlait de la maladie de Parkinson. Okay. Bien rédigé, intéressant, utile, d'utilité publique. Je like, je commente. Au bout de 4 mois, tu sais qu'un post, naturellement, organiquement, il ne prend plus. Oui, bien sûr. Je revois le post passer 1 heure après sur mon feed, plus de 1000 ou 2000 likes, je sais plus de 100 commentaires. Et je regarde par curiosité, et moi, visuellement, je peux reconnaître les gens de ma communauté, tu vois, qui sont assez réguliers. C'est ma communauté. Okay. Et pourquoi ? Parce que sur LinkedIn, quand tu likes et que tu commentes quelque chose, ça apparaît sur le fil d'actualité de tous tes abonnés. Oui. Okay. Moi, à ce moment-là, je sais pas, je devais avoir peut-être 40 ou 50 000 abonnés. Bah, c'est apparu. Et la leçon à tirer de tout ça, c'est que, en fait, il faut créer son audience avant son produit. Parce que, je le dis et je le répète, les gens se découragent pour les mauvaises raisons sur LinkedIn. Comme cette personne qui m'a envoyé ce message. Tu vas te dire « Ouais, je comprends pas, mon sujet est intéressant, mon post est bien écrit, pourquoi ça marche pas ?» et tu vas arrêter de publier. Sauf que le fond du problème, c'est pas ton post, vraiment. C'est que t'as personne pour lire ce que tu fais. Donc ça, j'insiste, et c'est pour ça que toujours, quand on me demande des conseils pour bien écrire des posts, j'essaye un petit peu d'esquiver ça, parce que les gens se concentrent vraiment sur... la mauvaise priorité, en fait. Bien sûr qu'il y a des conseils qui sont fondamentaux pour écrire ces posts, et que tu vas partir du meilleur sujet si t'as pas les codes au niveau du copywriting, un minimum, hein, je dis pas d'être un expert, mais un minimum, tu vas lasser les gens, le post va être indigeste, mais à contrario, hein, et ça, on le voit bien surtout sur YouTube, tu vas faire du contenu qui va pas être très, très, très qualité. À partir du moment où tu as une audience qui t'apprécie, cette notion d'affect, elle est super importante sur les réseaux, qui s'est attachée à toi, qui te reconnaît, ils vont quand même liker et te soutenir. Mais donc du coup, là, tu disais que toi, une des parties de ton métier, c'est aussi d'écrire les posts. Donc ouais, si tu pourras nous donner quelques petits conseils. Mais moi, j'avais une question par rapport au fait qu'en fait, tu écris des posts pour des chefs d'entreprise qui ont quand même une vie... généralement, je pense, très différente de la tienne. Comment tu as fait pour comprendre les codes de LinkedIn qui sont pas forcément des codes que toi, t'avais de base, et pour écrire des posts pour des gens qui ont une vie totalement différente de la tienne? En fait, il faut comprendre que le ghostwriting, c'est beaucoup plus de psychologie que de capacité d'écriture. Okay. C'est énormément d'écoute active. Donc, moi, je me suis imprégnée des codes, et pour moi, mais ce que je fais pour mes clients, ça n'a rien à voir. Okay. Dans le sens où il y a une base qui bouge pas, c'est celle du copywriting, c'est des règles universelles. Après, c'est du personnalisé. C'est quoi comme règle, par exemple, règle universelle ? Le copywriting, ouais. Alors, quand t'écris alors, le copywriting, déjà, il faut savoir que c'est l'art de transformer les mots en euros. C'est d'être impactant à l'écrit. C'est du commercial dans l'écriture. À la base, c'est beaucoup utilisé pour les landing pages, les pages de vente vraiment de sites internet, et ça a été un petit peu dévié dans le domaine de la pub, beaucoup, notamment des newsletters, et sur LinkedIn. Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, il y a différents types de copywriting. Le copywriting que tu vas utiliser en newsletter ou sur une landing page, c'est pas celui sur LinkedIn. Oui. Sur LinkedIn, ce qui est préconisé, c'est vraiment des phrases courtes. J'expliquerai pourquoi, parce qu'au final, c'est la même raison pour tout ce que je vais énumérer. Des phrases courtes, des mots simples, vraiment. On ne cherche pas à impressionner l'audience, on cherche à être compris. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est toujours un problème sur LinkedIn, c'est que les gens vont avoir tendance à en surrajouter. T'emploies des mots que t'emploies pas dans la vie. Tu vas caser un nonobstant le fait de cher réseau cordialement. Oraliser ces posts.
Oui, j'allais dire, en fait, faut écrire comme tu as parlé. Mais complètement. Non, mais c'est exactement ça. Tout se résume à ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du snack content sur les réseaux, donc le contenu à consommation rapide. Les gens n'ont plus de capacité d'attention. Les gens n'ont plus le temps. On est à l'ère de l'infobésité. On est enseveli sous une masse d'informations vis-à-vis d'Internet, des mails, des SMS, des pubs, de partout. On est fatigué. Donc, le lecteur a vraiment besoin d'aide sur ça. Donc, il faut l'accompagner en faisant des phrases courtes, des mots simples. Et moi, c'est très personnel, mais moi, c'est ce qui fonctionne aussi. Et du coup, c'est ce que je préconise. C'est une structure de texte basée sur le saut de ligne. Si vous êtes pas à l'aise avec ça, faites au moins des mini-paragraphes. Ce que j'appelle des mini-paragraphes, c'est pas plus de 3 phrases bout à bout, du coup, qui regroupent la même idée, c'est très important. Ensuite, saut de ligne pour passer à une autre idée. Vraiment compartimenter ces paragraphes par idée. Et encore une fois, c'est pour que ça soit bien compris et très clair, direct. Quoi. Une lecture qui va être claire, c'est ça, et qui va être fluide. Ensuite, règles de copywriting, ça, pour le coup, c'est propre à LinkedIn, au mailing, newsletter et au landing page. Et à la vie. Ce qu'on retient, c'est la première et la dernière impression. C'est vrai. C'est vrai. Donc, du coup, phrase d'accroche impactante, phrase de fin qui amène à une réflexion. Okay. Phrase d'accroche, en fait, il faut qu'elle attire la curiosité, qu'on ait envie d'en savoir plus. Pourquoi ? Parce que le bouton voir plus, il arrive très, 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 très vite sur LinkedIn. Donc, surtout si tu fais des seules lignes, au final, t'as juste la phrase d'accroche au début. Mais même si t'en fais pas, en vrai, au bout de 1 ou 2 lignes, t'as voir plus. Donc, si déjà, il n'y a pas quelques mots-clés qui interpellent et qui donnent envie d'en savoir plus, la concurrence, elle est énorme. On scrolle, en fait. Et c'est dommage, surtout si la qualité arrive après. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se focaliser dessus directement. En copywriting, une phrase d'accroche impactante, c'est quoi ? C'est une phrase d'accroche qui commence par « je », plus verbe d'action. Alors, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas facile, notamment pour mes clients. C'est un métier, hein. Oui, mais en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens sur LinkedIn, et notamment mes clients, c'est pour ça que je parle de psychologie, ont ce truc de se dire, je suis pas à l'aise avec ce côté égocentrique, de parler de moi. Et mes clients qui sont chefs d'entreprise, ça les met encore plus mal à l'aise parce qu'ils ont l'impression de tirer la couverture à eux et ils préfèrent employer le « on » pour englober toute l'équipe. Donc, le challenge est grand de leur faire comprendre et d'essayer aussi de faire comprendre aux gens en parlant sur les réseaux que, en fait, ce qui compte, c'est d'être en paix avec vous-même et avec la façon dont vous communiquez. Vous savez que le « je », c'est pas un « je m'approprie les mérites de quelqu'un et je suis le meilleur, je suis incroyable, je suis mieux que vous ». Non, c'est « je ». Pourquoi ? Parce que c'est ton compte. Tu incarnes ce contenu. Si tu crées du contenu sur ta page entreprise, bien évidemment que c'est une entité abstraite, tu vas utiliser le « on ». Mais là, c'est ta page. Donc toi, parce que t'es humble, ça va te déranger, mais ça ne choquera personne que tu utilises le « je », c'est ton compte. Tu t'appelles Franck Michel, on lit le post de Franck Michel, bah c'est normal que Franck Michel dise « je », en fait. Donc... c'est pour ça que, voilà, je plus verbe d'action, ça, c'est quelque chose d'impactant. Et réfléchir à des mots-clés qui vont déjà attirer l'attention. Je dis pas d'être dans le scandale, dans le pathos ou quoi que ce soit, mais il faut aussi accepter quelque chose qui est très difficile à accepter pour beaucoup de gens. Et tu le sais, les réseaux sociaux, c'est la guerre de l'attention. Donc, il faut arriver vite à donner envie aux gens de rester avec nous, voilà, tout simplement. Encore une fois, je dis pas de faire du trash, c'est absolument pas ce que je dis, mais c'est une psychologie à avoir. Et moi, effectivement, avec mes clients, j'ai un grand travail de réassurance à faire généralement parce que ils me contactent quasiment toujours pour les mêmes raisons. C'est drôle, c'est un peu de jalousie. Et c'est vrai que ça, quand j'en parle, ça étonne toujours ce que je dis. C'est que je les ai au téléphone et ils me disent oui, en fait, ça fait un moment que je suis sur LinkedIn et je vois passer les posts de tous nos concurrents. Et ils communiquent bien, ils parlent de ce qu'ils font et en fait, moi, ça me dérange parce que je me dis qu'on fait la même chose, limite voire mieux. Et on n'en parle jamais. Et on commence à se dire que c'est de plus en plus dommage. Donc, et en même temps, il y a toujours ce en même temps. Très souvent, il y a ce en même temps. Et en même temps, je suis pas à l'aise pour parler de moi. Je suis quelqu'un de très discret et tout. Donc, il y a cette douleur de se dire, on est invisible. Et j'ai envie d'être visible, mais pas trop non plus. De toute façon, je trouve que
tout notre échange, ça montre un peu à quel point LinkedIn, c'est plein de petites ambivalences. Enfin, tu vois, par exemple, tu me dis il faut être super authentique, mais à la fois, il faut quand même faire des posts qui sont stratégiques. Ouais. Donc, il y a plein de trucs plein de données un peu à gérer ensemble. Et là, tu le montres un peu l'ambivalence entre envie d'être très visible, mais à la fois pas trop donner d'infos. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que tu as très bien réussi. C'est arriver à être super authentique tout en restant hyper pertinente dans la majorité de tes posts où tu montes tes engagements, etc. quoi. Mais le terme que tu choisis, il est très très bien choisi. Il y a énormément d'ambivalence sur LinkedIn, mais je pense que c'est le propre de l'être humain d'être très contradictoire. En fait, on attend un type de résultat, on a des objectifs, mais on n'a pas forcément les capacités, ou en tout cas, on n'est pas forcément prêt humainement à faire les concessions nécessaires. Et c'est pour ça que mon travail, il est vraiment sur l'accompagnement émotionnel. Et moi, pour ma création de contenu perso, en fait, si tu veux, ça s'est fait vraiment naturellement de me dire que la création de contenu, c'est un milieu où tu peux très vite te perdre. Tu peux très vite avoir l'illusion du pouvoir et avoir un problème d'ego qui se développe. Et c'est quelque chose c'est même pas que je me suis refusée à rentrer là-dedans, c'est que, en fait, j'oublie pas d'où je viens. Après, je pense que moi, c'est ma force, et c'est ce qui fait justement que j'ai cet état d'esprit-là, c'est que c'est pas mon monde. Alors, quand je le dis, maintenant, ça fait rire les gens parce que ils me disent, t'es plus que jamais dans ce monde-là, mais de base, c'est pas mon monde. J'ai grandi dans un HLM dans le 94, on allait au Resto du Cœur avec ma mère, et j'oublierai jamais d'où je viens, en fait. Ce qui fait que, pour moi, je crée pas de vaccin, je guéris pas le cancer, et à partir de là, il y a pas lieu d'être de se prendre au sérieux. Donc, moi, j'ai même une approche très sociale de LinkedIn. Je pense que tu le vois à travers mes posts, où je pourrais faire beaucoup, beaucoup plus de posts pour parler justement de conseils LinkedIn pour me vendre. Je pense que franchement, sans prétention aucune, je pourrais doubler, tripler, ce qui ne m'intéresse pas du tout, ma quantité de clients, en faisant plus de posts marketing. Mais en fait, pour moi, les réseaux, c'est un énorme pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses à ton petit niveau. Et quand tu as de la visibilité, tu as même le devoir de l'utiliser pour essayer d'avoir un impact positif et de transmettre des bonnes valeurs aux gens. Et donc, du coup, si on devait un peu résumer, parce que là, tu parlais de personal branding, donc il y a l'authenticité, il y a développer son audience. C'est quoi tes conseils vraiment pour, si on devait résumer les conseils pour avoir un bon personal branding sur LinkedIn ? Alors, et qui marche et qui soit pérenne. Bien sûr, ça c'est vraiment l'objectif, c'est la régularité. Sans régularité, il n'y a rien. Donc, déjà, l'authenticité à fond. Faites un énorme travail d'introspection sur qui vous êtes, ce que vous voulez transmettre, quel type de personne vous voulez attirer à vous. Ce travail d'introspection, il est essentiel parce que c'est ce qui va délimiter votre ligne éditoriale et votre ton. Est-ce que la question à se poser, c'est pas comment j'ai envie d'être perçue sur LinkedIn, du coup ? Oui, et comment je me perçois moi-même. C'est très difficile de répondre à cette question. Après, il ne faut pas hésiter aussi à faire une petite enquête terrain auprès de ses proches. On peut avoir des surprises. Parce que parfois, on peut se voir drôle, ce qui n'est pas le cas. L'idée, c'est pas d'être gênant non plus sur LinkedIn. Parfois, on a tendance aussi à minimiser. Si on a une bonne analyse, on peut se découvrir des capacités journalistiques. Ce qui peut être intéressant sur LinkedIn, par exemple, c'est si on n'a pas d'idée, parce que ça, c'est une vraie douleur des gens, c'est je sais pas de quoi parler. Il y a énormément d'articles qui tournent sur le management, le recrutement, le télétravail, plein de choses. Vous pouvez très bien vous baser sur un de ces articles et faire votre analyse, en fait. Et c'est un réseau majoritairement RH, je le répète, donc ça intéressera l'audience. Et ça vous permettra aussi de la construire. Donc déjà, déterminer le type de poste avec lesquels vous êtes à l'aise de faire, parce que si... Alors effectivement, ce qui fonctionne le mieux, je vais pas le cacher, c'est le storytelling. J'ai conscience que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Donc le fait de partager des pans de sa vie personnelle... si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, après, il y a différents niveaux de storytelling, qu'on s'entende, différents niveaux de gravité d'histoire à partager. Si vous faites que du storytelling et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous allez tenir 2 jours sur LinkedIn et vous allez partir. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, déjà, se mettre au clair avec soi-même.
Ensuite, moi, je recommande encore une fois, et là, je vais un peu plus détailler, de optimiser son profil. Alors, je sais pas si toi, t'en as vu, mais combien de gens n'ont pas de bannière LinkedIn? Et ça, c'est une grande erreur parce que l'œil humain, avant, chose que tu vois sur le profil. avant d'être textuel, il est graphique, il est visuel. Donc, la bannière, elle prend toute la place sur le profil. C'est la première chose qu'on voit avec la photo de profil. La photo de profil, en soi, je vais d'abord dire pour elle, parce que c'est très rapide et très simple. Une photo de vous, de préférence souriant, pas obligé, vraiment pas obligé, détouré, sur fond neutre, ou pourquoi pas un fond de dégradé. Tout simplement. Je dirais que pas plus en haut de la poitrine, voilà, pas que vous êtes de plein pied, de super loin. L'idée, c'est que vraiment, on vous voit, en fait, on connecte déjà visuellement avec vous. Toujours penser à l'effet d'attachement avec l'audience. Et le fond, dans l'idéal, qui soit synchro avec le fond de la bannière. Donc, pas forcément la même couleur, mais en tout cas la même nuance de couleur, ou que ça s'accorde. La même charte, quoi. Voilà, on pense mini charte graphique. Et l'idée de la bannière, c'est quelque chose d'ultra simple. Il n'y a pas besoin d'être directeur artistique pour avoir une bannière LinkedIn qui fonctionne et qui soit impactante. En fait, dans cette idée de page de vente et de profil qui convertit, il faut vraiment fondamentalement qu'on comprenne ce que vous faites, ce que vous savez faire, ce que vous recherchez et pourquoi on devrait vous faire confiance sur votre profil. Et déjà, ça doit passer par la bannière. Donc, on va sur Canva, on met un fond neutre, ça prend 1 seconde et demie. Une phrase qui prend quasiment toute la place de la bannière, qui commence par « je » plus verbe d'action. Moi, je donne toujours le même exemple, c'est tu cherches un job dans la com ou tu es entrepreneur dans la com. Je fais rayonner la communication de votre entreprise. C'est ma promesse, je, et elle est pour vous. Verbe d'action un peu fort. Ensuite, sous cette phrase, vous mettez, évidemment c'est déclinable à tous les jobs, c'est encore une fois travail d'introspection, pour après arriver à déterminer les skills, donc les compétences, etc. On met des boutons, tu sais comme les boutons sur les sites internet, les boutons cliquables, 4-5 mots-clés qui décrivent ce que vous savez faire, et ce que vous voulez faire surtout. Ça, c'est hyper important. Parce que là, pour le coup, je vais prendre un autre exemple. C'est un job de graphiste. Tu prends une fiche de poste d'un job de graphiste, selon les entreprises, ça n'a rien à voir. Tu vas avoir une entreprise qui va chercher quelqu'un qui fait que du print et des cartes de visite. Une autre boîte, c'est que pour faire des chartes graphiques. Exactement, une autre boîte, même, elle va te demander de faire de la vidéo. Donc, aujourd'hui, ça ne suffit plus de dire, oui, communication digitale, graphiste. Non, c'est quoi les compétences que tu sais faire et que tu veux mettre au service de l'entreprise. Et tout en bas à droite, une preuve sociale. Alors, la preuve sociale, en fait, c'est justement l'élément rassurant qui va faire qu'une entreprise, elle va te faire confiance et c'est le moment où tu vas, entre guillemets, un petit peu te vendre et montrer pourquoi ça doit être toi et pas quelqu'un d'autre. Donc, typiquement, moi, je suis entrepreneur. Je donne des conseils, mais je l'ai même pas fait pour moi. C'est ce que je fais pour mes clients, mais moi, bref, le cordonnier est toujours mal chaussé. Mais en tout cas, moi, si je le faisais pour moi, ce que je mettrais, c'est plus de... en plus, c'est un chiffre que je te donne à la volée, plus de 200 clients accompagnés en 2022. Ah oui, ok. Si jamais ma bannière était orientée télé, animatrice Vivatech 2024, vraiment penser à quelque chose... c'est vraiment le moment où vous la pétez. Un peu clinquant, un peu rassurant, sécurisant. Que la personne se dise que vous êtes déjà en place dans votre domaine. Alors, ça doit pas forcément être quelque chose d'incroyable. Ça peut être si un jour vous avez eu une distinction, un prix, un label, si vous êtes entreprise ou même autre chose. J'en sais rien, moi. Si vous êtes une boutique en ligne et que vous nous écoutez, vous pouvez mettre, moi je l'ai fait pour un des clients à qui j'ai optimisé la bannière, 4,7 étoiles sur 5 sur 12 000 avis Google. C'est hyper rassurant, ça. Donc, vraiment essayer d'identifier ces points-là qui sont rassurants pour le lecteur. Donc, et c'est fini. Votre bannière, elle est faite et il y a tous les éléments clés qui suffisent. Donc, ça, c'est la bannière. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bannière, c'est la colonne vertébrale de votre profil. À partir du moment où elle est faite, tous les éléments qui sont dedans, vous allez les récupérer pour votre titre et votre résumé.
Le titre, finalement, c'est une paraphrase de la bannière. Donc, tu reprends la phrase globale, par exemple, je fais rayonner la communication digitale de votre entreprise. Tu la formules différemment. Et là, tu penses SEO. Donc, le référencement naturel. Parce que le titre est référencé SEO. Il faut comprendre que toi, tu te dis que tu es, admettons, graphiste. Dans un monde parfait, oui, quelqu'un qui a besoin d'un graphiste va chercher graphiste. Mais c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Peut-être que la personne va taper stratégie de marque, communication digitale, carte de visite, charte graphique, selon son besoin précis. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment faire encore une fois ce travail d'introspection sur qu'est-ce que je veux faire, et un travail même au-delà de profilage de sa cible sur elle va avoir besoin de quoi, ma cible, et de mettre ses mots-clés. Donc ça peut être justement carte de visite, ça peut être InDesign, ça peut être plein de choses. Donc là, il y a cette partie SEO qui rentre en jeu, et là, on peut... et du coup, là, ça fait office de ces 5 fameux bullet points qu'on a mis dans la bannière, qui du coup la passe SEO. Et là, on rajoute une autre preuve sociale, si possible, évidemment, qui est différente. Et voilà, le titre est fait. On peut jouer avec les 400 caractères, on peut en mettre moins, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y ait une phrase qui commence par « je » aussi dans le titre, des bullet points optimisés SEO et une autre preuve sociale. Ensuite, on reprend tout ça dans le résumé. Là, on peut vraiment s'amuser parce qu'on a 2600 caractères, donc c'est énorme. C'est quasiment autant qu'un post LinkedIn qui a 3000 caractères max. Et là, en fait, on développe, tout simplement. On développe tout. Tu développes tes compétences. InDesign, tu le maîtrises. OK, comment, pourquoi, parle-nous de certains projets. Tu développes... voilà, ce que tu as déjà fait, pareil, pour, je sais pas, moi, tu peux donner des exemples de campagne pour ce que tu as fait en charte graphique, en carte de visite, peu importe tu reprends chaque élément vraiment de la bannière et tu développes à chaque fois. Pareil pour les preuves sociales, t'en mets d'autres et t'expliques un peu plus qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et l'idée, c'est aussi de mettre un aspect humain qu'on ne peut pas vraiment mettre dans la bannière et dans le titre parce que c'est trop court. Il n'y a pas la place. Parce qu'aujourd'hui, à compétences égales, on vient te chercher pour toi. Donc, parler de vos engagements, de vos valeurs, de qui vous êtes un peu. Ouais, de qui vous êtes, de ce qui a du sens pour vous. Et parce qu'il faut pas oublier que c'est des humains aussi qui vont vous lire. Donc là, voilà, le profil est optimisé. Et en termes de conseils de poste, vraiment, je pense qu'on a fait le tour parce que il y a pas matière vraiment à diaboliser le copywriting et la création de contenu. À partir du moment où vous pensez votre phrase d'accroche, je reviendrai juste sur la phrase de fin parce que pour le coup, ça, je l'ai pas abordé. Vous pensez votre phrase d'accroche comme quelque chose d'attrayant et on est sur une structure qui va être aérienne, qui a des phrases courtes, des mots simples, et vous pensez votre phrase de fin comme quelque chose qui va faire réfléchir. Donc, par exemple, ça peut être une espèce de morale impactante. L'idée, c'est pas de faire la morale aux gens, mais voilà, en tout cas, de faire quelque chose une phrase un peu philosophique et toujours tournée vers les autres. Qui finit par vous. Donc, par exemple, moi, je donne l'exemple d'un post qui va être storytelling, où, voilà, je vais parler Vivatech. C'est frais dans ma tête, donc Vivatech. J'ai animé Vivatech, et ensuite, je pars sur une histoire sur comment ça s'est passé, les émotions, etc. Et je peux totalement finir ce post qui fait écho à, justement, la partie émotionnelle qui est très importante dans un post LinkedIn, d'avoir une partie fait, une partie émotion, où je finis mon post en disant de base c'est très compliqué pour moi de prendre la parole en public parce que j'ai subi un harcèlement scolaire, etc. Mais j'ai réussi à dépasser ma peur. En gros, pas le terme croyez en vous parce que c'est un peu bullshit et très connoté, mais vos seules barrières sont mentales. N'oubliez jamais que vous avez plus de ressources que vous ne le pensez. L'idée, en fait, c'est que les gens se retrouvent dans ton post, parce qu'il faut pas oublier que tu écris pour toi, bien sûr, mais tu écris pour les autres, principalement, et pour leur évoquer une émotion. Parce que oui, les réseaux sociaux, ça provoque une émotion. C'est comme la pub, tout est conçu et pensé pour provoquer une émotion. Donc ouais, c'est dernière impression, et on essaye de faire en sorte que les gens ne fassent pas une indigestion. Bon, c'est hyper intéressant.
Et donc, tu nous as partagé quand même beaucoup de conseils. On est généreux. Il y en a plein d'autres dans ton livre, j'imagine. Oui, bien sûr, oui, mais c'est aussi pour ça que j'en fais pas des tonnes sur LinkedIn pour donner des conseils, parce qu'effectivement, il y a tout dans mon livre. Je fais pas de rétention d'informations, ça m'intéresse pas. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir mes formations. Tout le monde n'est pas une entreprise ou quoi que ce soit. Donc là, pour 20,90 €, il y a toutes les clés pour qu'on soit une entreprise, un chercheur d'emploi, un entrepreneur, une association, pour arriver à prendre une place sur LinkedIn et à rayonner pour atteindre ses objectifs. J'ai une dernière petite question quand même, parce que ça me travaille. Donc selon toi, en fait, quand on est sur LinkedIn, il faut pas chercher forcément à vendre son produit, mais à se vendre soi, en fait. Complètement. Okay. Non, en fait, si tu veux, c'est très très vite arrivé de faire l'effet marchand de tapis sur LinkedIn, où tu te survends et ça ne fonctionne pas du tout. Du tout. J'ai dû essayer peut-être une fois. J'ai très vite arrêté parce que j'ai vu une différence énorme par rapport à ton activité, quoi. Ouais, et c'est même pas sur moi que j'ai essayé, c'était pour un de mes clients, parce que c'était un client qui était très insistant, il voulait parler de son produit, ouais, et ça ne fonctionnait pas du tout. Contrairement au post qu'on faisait où il parlait de ses problématiques en tant que chef d'entreprise, de plus de 100 personnes, la solitude du dirigeant face à des décisions difficiles, des licenciements, des ruptures de période d'essai. Là, ça avait de la résonance, parce qu'on est sur des sujets RH et des sujets humains. Mais quand tu vas faire la promotion d'un produit, il y a pas d'émotion. Et moi, c'est ce que je mets même dans mon calendrier pour mes prospects qui veulent prendre rendez-vous avec moi. C'est vraiment tel quel, pour vraiment valider que mes prospects comprennent cet état d'esprit. Pour un produit lancé, vous avez 400 concurrents. Ce qui va faire que vos clients vont vous choisir et vous solliciter, c'est pas votre produit, c'est vous. Donc, parlez de vous, parlez de votre histoire. Mais du coup, à quel moment dans ton profil tu parles de ton produit ? Parce qu'il faut quand même savoir, il faut quand même que les gens qui viennent sur ton profil, ils sachent que tu vends. Eh ben, c'est sur le profil, justement. C'est là où c'est très complémentaire, c'est que, en fait... Il passe par ton post et en arrivant sur ton profil, il voit ton produit. C'est ça. En fait, comme je le disais, le profil LinkedIn, c'est une page de vente, c'est fait pour la conversion. Donc là, pour le coup, on n'est pas là pour faire du storytelling, on n'est pas là pour faire même de la création de contenu à part entière, on est là pour être factuel. Là où, quand on crée un post, on est là pour avoir une synergie entre le factuel, donc qu'est-ce qui s'est passé dans ma situation, et les émotions, comment je me suis sentie. Parce que là, on n'a pas un objectif de conversion, parce que la conversion, c'est quoi ? Il faudrait déjà que tu aies il faudrait déjà qu'il y ait une lecture totale de tes prestations dans un post. C'est absolument pas le but, en fait. On est là pour générer de la notoriété et de la visibilité. Donc, une fois que tu as réussi à créer ça sur un post, il y a la curiosité qui s'opère. La personne, elle va sur ton profil, elle se dit « Mais c'est qui cette personne ? J'aime bien ses valeurs, j'aime bien son état d'esprit, j'aime bien sa personnalité, elle est drôle, elle est intéressante. » Et sur le profil, t'as tout ce dont t'as besoin. En plus, depuis, ça fait un bon moment maintenant, tu sais, tu peux mettre un lien vers, par exemple, ton agenda, prise de rendez-vous. Donc, le profil LinkedIn, c'est une bénédiction. T'as tout, t'as ta bannière, on comprend ce que tu fais, t'as ton titre, tu l'optimises SEO, on peut te trouver, t'as un lien vers ton agenda. Si encore la personne, elle comprend pas trop ce que tu proposes, t'as ton résumé, t'expliques mieux. Et à ce moment-là, t'as déjà peut-être un peu gagné le cœur de la personne qui lit, qui aura vachement apprécié ton post et qui aura envie de bosser avec toi si y a un besoin. Et si c'est pas le cas, la recommandation. Moi, je suis aussi beaucoup recommandée par mes clients. Je sais même pas combien de clients j'ai signé. Certains me connaissaient déjà, mais n'avaient pas fait la démarche parce qu'ils étaient pas à ce moment-là dans l'idée de pas prêts ou quoi que ce soit. Certains me connaissaient pas du tout, mais la recommandation fonctionne aussi vachement, quoi. Bon, c'était un échange très riche en informations. Merci beaucoup vraiment, parce que je sais que t'as donné beaucoup d'infos, beaucoup de conseils pour les gens qui vont nous regarder, pour les entrepreneurs. Je pense qu'on fera une deuxième session avec plein d'autres sujets.
Merci beaucoup, Dorit, d'avoir partagé ton expérience et tes conseils. Merci beaucoup à toi, j'ai passé un super moment et j'espère que tout servira à ce qu'un maximum de personnes envahissent LinkedIn, prennent leur place et réussissent tous leurs objectifs. Hâte d'une partie 2. Et c'est ce que je souhaite à tous les entrepreneurs qui nous regardent. Et à bientôt. À très vite.